et qui va renvoyer à ce qu'on a vu un petit peu ensemble dans le premier trimestre, c'est-à-dire Shanghai pendant la Première Guerre mondiale et Shanghai terre d'accueil. Donc ça va être au travers un personnage. Christine, elle est documentaliste à Chimpu, c'est l'équivalent de Yuri, d'accord? Et son plus beau rôle quand même, c'est celui d'écrivain, et elle va vous parler un peu de son œuvre. Elle va vous parler d'embarquement pour la Chine, d'un des personnages d'embarquement pour la Chine, mais également d'une partie qui est un peu plus personnelle. Mais je tiens à ce qu'elle en parle avec vous. Vous avez fait cette thématique en 4e et vous allez la revoir. Et de toute façon, c'est une thématique qui nous concerne, qui continue à concerner beaucoup de monde. Elle va nous parler de son parcours en tant que chinoise issue de la diaspora et de son expérience à elle, mais également de sa famille, puisque ça commence avec ses grands-parents. D'accord? Et ça a trait avec des événements qui ont lieu au XXe siècle et que vous allez aborder aussi indirectement ou directement avec M. Archer. D'accord? Merci. Donc bonjour à tous. Alors, rapidement, Embarquement pour la Chine, donc je ne sais pas si vous en avez entendu parler, c'est un ouvrage dont je suis l'auteur qui est en fait une collection, un recueil de petites histoires. Donc il y a 36 petites histoires individuelles, toutes sur des personnes qui ont existé, donc toutes les histoires sont basées sur des faits réels, comme on dit, donc sur des personnages, des anecdotes, des Français qui sont venus en Chine entre 1740 et 1949. Voilà en gros de quoi parle ce livre. Donc on balaye une grosse période historique. Pourquoi en fait ces 2 siècles? Puisque je commence avec les premiers missionnaires religieux qui sont arrivés en Chine et que je termine avec les derniers Français qui ont dû évacuer, donc partir de Chine avec l'avènement du communisme. Et en fait, j'ai su que dans votre programme d'histoire, vous aviez fait Shanghai, terre d'accueil des Juifs. D'ailleurs, est-ce que quelqu'un peut me résumer ou raconter un petit peu le contexte? Pas forcément une personne, hein, vous pouvez peut-être plusieurs intervenir. Shanghai, terre d'accueil des Juifs. Dans quel contexte ça se passait? On a vu que les Juifs partaient en Chine parce que c'était une terre où on pouvait accéder sans visa. Et qu'ils étaient rassemblés dans des sortes de ghettos où ils étaient tous ensemble dans des conditions. Oui. C'était Shanghai plus particulièrement parce qu'il y avait des quartiers, un quartier japonais, un quartier anglais ou traditionnel, un quartier japonais, je crois. Un quartier chinois. Voilà. Et donc, du coup, vu que c'était un peu compliqué avec les différentes parties de la ville et les visas, c'était assez simple de rentrer sans permis. En fait, Shanghai s'organisait comment à l'époque? Tu me parles des quartiers, est-ce qu'on appelait ça des quartiers? Des concessions. Des concessions, il y avait un flux. Oui. Après, on allait visiter une synagogue pour voir une synagogue qui poussait une synagogue juive où les juifs venaient pendant la Première Guerre mondiale. D'accord. Où est-ce qu'elle se situait? En Francfort. D'accord. C'est la synagogue au cliché. On ne l'utilisait pas dans la Première Guerre mondiale, on continue à l'utiliser. On l'utilise surtout pour des mariages. On continue à l'utiliser, mais c'est aussi là que se trouve justement le mémorial des Juifs à Shanghai. Et depuis l'an dernier, ça a un petit peu évolué puisqu'ils ont mis en place une exposition en association avec le musée d'Auschwitz. Et donc il y a toute une scénographie autour des camps qu'il n'y avait pas précédemment. Et ça vaut vraiment le coup. Autre chose, quelqu'un veut compléter? Alors en fait, pour vous raconter un petit peu l'histoire de l'écriture d'Embarquement pour la Chine, j'ai commencé le projet avec un ami qui était passionné d'histoire et notamment de la présence française à l'étranger. Donc cet ami Claude qui œuvre pour une association qui s'appelle le Souvenir français, qui en fait rend hommage, essaie de préserver de l'oubli donc ces Français qui sont morts à l'étranger pour la France. Cet homme, Claude, il voulait
Il est passionné d'histoire, il est collectionneur de livres, et il voulait voir naître un livre, plus précisément sur la question des Français en Chine. Voilà comment a commencé le projet. Mais au début, on n'avait pas de piste précise, on ne savait pas trop comment s'y prendre, sur le genre du livre, le format, la présentation. Et en fait, moi, qui ne suis pas du tout experte d'histoire, quand on m'a donné le sujet, je me suis dit, bon, j'ai découvert qu'il y avait déjà beaucoup de livres écrits sur cette thématique-là, et donc j'ai voulu faire quelque chose qui soit différent, original, pour ne pas répéter ce qui avait déjà été très bien fait. Et pour moi, en fait, ce qui m'a intéressé, c'était le parcours de différentes personnes. Qu'est-ce qui fait que des Français, à cette époque, ont accepté ou ont voulu venir en Chine d'eux-mêmes? Et c'est vrai qu'a commencé une belle aventure, puisque de lecture de livres, de recherche, de recherche un peu parfois au sens traditionnel, donc on se documente dans des livres, on va chercher dans des archives, on regarde sur Internet, des choses, je pense que vous-même vous êtes amenés à faire pour vos travaux. Moi, ce qui s'est passé, c'est que petit à petit, il y a des portes qui se sont ouvertes. J'ai été amenée à entrer en contact avec les descendants des personnages dont je parle. Donc, ça a commencé par parfois un contact qui ensuite me redirigeait vers une autre personne. Et petit à petit, comme ça, j'ai rencontré l'arrière-petit-fils d'un personnage qui ensuite me disait peut-être que ça vous intéresserait aussi de rencontrer cet autre personnage. Et en fait, le personnage dont je vais vous parler, Edith Mankiewicz, c'est assez rigolo comment ça s'est passé, parce que j'étais déjà en train de boucler le livre. Et finalement, c'est la petite fille de Roderick Egal, qui est un autre des personnages, qui me dit « ça manque de femmes, ton livre ». Et moi, j'en connais une qui était exceptionnelle, peut-être que ça vaudrait le coup que tu en parles. Donc évidemment, j'étais intéressée. Elle m'a mise en contact avec la fille d'Edith Mankiewicz, qui vit au Canada aujourd'hui, qui est encore en vie, et qui évidemment était ravie que je puisse parler de sa mère, lui rendre hommage, la faire sortir de l'oubli, puisque Edith Mankiewicz a quand même œuvré pour sauver de nombreuses vies. Donc Edith Mankiewicz était juive et elle a trouvé l'asile à Shanghai. Voilà, en plein dans votre programme. Je vais donc vous lire un extrait de mon livre, donc, qui est l'histoire d'Edith Mankiewicz, née en 1910 et qui était médecin. Donc Edith Mankiewicz, je l'ai intitulé « Médecin humaniste dans la clandestinité ». L'histoire d'Edith Mankiewicz aurait pu se finir très tôt et de manière tragique si cette femme menacée par l'Allemagne nazie ne s'était pas laissée guider par son courage et sa confiance en l'homme. L'œuvre humanitaire qu'elle orchestre avec talent et un dévouement total va sauver des milliers de vies dans une Shanghai à feu et à sang dans les années 40. Pourtant, il reste aujourd'hui bien peu de traces de cette grande dame, dont le parcours et la mission furent aussi admirables qu'oubliés. Retour sur un itinéraire hors du commun. Edith Meyer naît le 16 mai 1910 en Allemagne. Fille du docteur Maximilien Meyer et de Gertrude Kaul, infirmière, c'est naturellement qu'Edith fait elle aussi le choix de la médecine. Diplômée en 1933 de l'université de Leipzig, elle se marie la même année avec Harald Mankiewicz, qui à l'époque est l'un des plus jeunes et éminents juges de son pays. Deux mois après leur mariage, le couple doit quitter l'Allemagne nazie, car Harald, qui a écrit un ouvrage critiquant le pouvoir en place, est dans la ligne de mire du parti. Les époux Mankiewicz décident de s'exiler à Lyon, ville encore épargnée par l'occupation allemande. Afin de pouvoir exercer dans leur pays d'accueil, donc la France, ils repassent leurs diplômes respectifs. Donc, retour à l'école, tandis qu'Harald, qui aura pris le nom de René, s'engage dans l'armée française, Edith accepte de devenir médecin en chef de l'hôpital pour enfants de Tullin, dans l'Isère, poste qu'elle occupera jusqu'en 1939. Dans le même temps, après la terrible perte de leur premier enfant, le couple a la joie de voir son foyer s'agrandir avec la naissance de la petite Jacqueline, que tout le monde surnommera très vite Jackie. Donc Jackie est la personne avec qui j'ai échangé par mail et grâce à qui j'ai pu avoir accès à cette belle histoire et aux archives familiales. Mais en juin 1941, les Allemands gagnent encore du terrain et franchissent la ligne de démarcation.
Edith et son mari se retrouvent à nouveau menacés. Rester sur le territoire français représente alors pour eux un danger de tous les jours. Ils vont donc à nouveau prendre le chemin de l'exil, cette fois en direction de Shanghai. L'université Aurore les a invités à enseigner, Edith dans la faculté de médecine et René dans la faculté de droit. Sur les flots qui doivent mener les époux Mankiewicz et leur petite Jackie jusqu'en terre chinoise, l'humanité d'Edith aura l'occasion de s'exprimer entre Lisbonne et New York, non sans hardiesse, lorsqu'elle libère les 50 réfugiés enfermés dans les cales du bateau sur lequel elle se trouve. Plus tard, en escale aux États-Unis, Edith et René ne se laissent pas tenter par la confortable proposition de rester sur le sol américain et choisissent, fidèles à leur parole, de poursuivre leur route jusqu'à Shanghai où ils arrivent à l'automne 1941. Un voyage non sans risque à cette époque puisque le Japon a disséminé des mines flottantes partout dans le Pacifique. Notre petite famille assistera d'ailleurs à l'effroyable explosion d'un navire qui précédait le leur, celui sur lequel ils auraient dû embarquer. Le destin en a décidé autrement. Edith, accompagnée de son mari et de sa fille, arrive saine et sauve à Shanghai à l'automne 1941. Ayant fui une Europe sous domination nazie, les Mankiewicz se retrouvent en plein cœur d'une autre menace mortelle. Shanghai assailli par les bombardements, sous l'emprise des Japonais. Le Paris de l'Orient est dans un désordre le plus confus lorsque les Mankiewicz en foulent le sol. Face à cette terreur et au désarroi général qui règne, Edith va au-delà de son poste de professeur en microbiologie à l'université L'Aurore. Elle va se livrer sans compter à tous ceux qui vont le nécessiter. Chercheuse, oui, mais surtout dévouée à la cause humanitaire dont elle s'investit elle-même. La guerre du Pacifique bat son plein, les mers remplies de mines flottantes se ferment à la circulation maritime. Les denrées, le personnel et les traitements ne parviennent plus à Shanghai, qui se retrouve totalement isolé. Devant alors composer avec les moyens du bord, le docteur Mankiewicz va faire appel à toute son ingéniosité pour réinventer les médicaments qui n'arrivent plus. Elle va collaborer avec un confrère chinois, mêlant savoir scientifique occidental et méthodes traditionnelles chinoises pour créer des remèdes de remplacement. Edith Mankiewicz ne se limite pas à son travail de chercheur. Femme de terrain, sa silhouette frêle et inversement proportionnelle à son courage et sa détermination. Après chaque nouveau bombardement, elle part sur sa bicyclette à la recherche de blessés. Sa fille Jackie se souvient, et elle me raconte, lorsque les sirènes s'arrêtaient de sonner, c'était le job de maman qui commençait. Elle sortait aussitôt pour porter secours aux victimes qui se trouvaient aux alentours. Papa insistait toujours pour l'accompagner dans ses missions dangereuses. Parmi ses autres idées ingénieuses pour venir en aide à la population, mêlant avancée médicale et humanisme authentique, la création d'un laboratoire d'épidémiologie permet à Edith Mankiewicz de dépister de nouvelles bactéries responsables de pathologies sévissant dans la concession française, tout en lui donnant l'occasion d'employer de jeunes médecins juifs, les sortant ainsi de leur ghetto à Hong Kong, où sans travail, ils seraient restés confinés. En 1945, la guerre touche à sa fin et le travail colossal du docteur Mankiewicz est enfin reconnu. Le gouvernement du général de Gaulle lui décerne la Croix de Lorraine et Edith apprend que sa nomination comme directrice de l'Institut Pasteur de Shanghai va être officialisée. En route vers la France, donc pour cette officialisation de poste, accompagnée de son époux et de ses deux enfants, elle fait escale au Canada pour rendre visite à ses parents et à sa sœur, tous les trois installés sur place. Une fois de plus, Edith fait le choix du cœur en décidant de ne pas poursuivre sa route jusqu'à Paris. Elle décide de s'établir à Montréal, laissant derrière elle un poste prestigieux. Elle passera une troisième fois son diplôme pour avoir le droit d'exercer au Canada. Sa carrière scientifique n'y sera pas moins brillante puisqu'elle dirigera les laboratoires de deux grands hôpitaux, publiera plus d'une centaine d'articles scientifiques, faisant d'elle l'un des plus grands bactériologistes de son temps. Sa passion pour son métier est telle qu'au cours de ses travaux sur la tuberculose, elle contractera elle-même la maladie par 2 fois dans son propre laboratoire. Mais dès sa sortie d'hôpital, elle retourne aussitôt à ses recherches, qui se révéleront cruciales puisqu'elles permettront de détecter l'infection dans ses premiers stades. Son énergie et sa ténacité lui font gagner le respect de ses collègues. Sa bienveillance et sa bonne humeur lui attirent l'amitié de tous. Ceux qui ont la chance de la côtoyer, que ce soit ses proches, ses collaborateurs ou les étudiants dont elle est le mentor, la décrivent avec chaleur. La porte de son laboratoire est toujours ouverte pour écouter, réconforter et encourager ceux qui cherchent ses conseils.
Edith possède de surcroît un incroyable sens de l'humour qui la rend d'autant plus admirable lorsqu'on connaît l'histoire de sa vie. À 80 ans, elle prend enfin sa retraite, mais ne s'arrête pas pour autant. Elle continue de guider des étudiants et traduit des articles. Elle crée aussi la fondation du Cercle de l'Enfant et offre le refuge à une dissidente shanghaïenne, condamnée pour ses idées politiques et religieuses, jugée hétérodoxe par son gouvernement. Jusqu'au bout, Edith Mankiewicz poursuit son œuvre en profonde humaniste. C'est le 21 septembre 2006, à l'âge de 96 ans, qu'elle quitte notre monde des suites d'une insuffisance cardiaque. Voilà l'histoire d'Edith Mankiewicz. Et dans le livre que vous pourrez consulter au CDI, il y a une photo d'elle avec ses étudiantes à Shanghai. Et on voit effectivement que c'est une petite dame assez menue, de gabarit, mais qui ne manquait pas d'énergie. Donc voilà le genre d'histoire que vous pourrez lire dans Embarquement pour la Chine. Il y en a plein d'autres sur différentes époques, différents types de personnages. Donc là, on parle d'un médecin. Il y a aussi des marchands, des familles qui s'expatrient ensemble. Pour vous donner un petit peu une idée, une large palette de ces profils de Français qui venaient en Chine à l'époque. Voilà pour Embarquement pour la Chine. En deuxième thématique, c'est vrai, Karina m'a demandé d'intervenir sur le thème de la migration. Ça tombe très bien puisque samedi à Qingpu, il y a ce colloque sur le centenaire de la Première Guerre mondiale, où on parle en fait des premiers Chinois à être arrivés en France pour l'effort de guerre, et où en fait on en profite pour parler de la diaspora chinoise. Et en fait, je vais intervenir dans ce cadre-là pour offrir mon témoignage vivant, enfant issu de la diaspora chinoise. Et comme vous avez eu ce thème de la migration, je pense que c'est une bonne opportunité. C'est toujours un petit peu pour moi sensible de parler de ça, puisque ma famille a été directement impactée par cette migration forcée. Donc en fait, pour vous refaire un petit peu le cheminement en résumé, mes ancêtres étaient chinois, mes grands-parents étaient de Canton, la province du sud de la Chine. Ils ont fui leur pays, ils ont dû le quitter dans les années 1930 lorsque l'invasion japonaise devenait trop menaçante. Donc aussi bien mes grands-parents paternels que maternels, donc, tous les 4 cantonais. Donc ils sont forcés de quitter leur pays. Ils choisissent d'aller au Cambodge. Ils arrivent au Cambodge fin des années 30. Mes parents naissent au Cambodge, tous les deux. Et donc se rencontrent, vivent leur jeunesse là-bas. Et à leur tour, ils sont forcés de quitter leur pays, de fuir les Khmers rouges et de chercher l'asile ailleurs. Je peux te demander de leur expliquer le contexte Khmer rouge, puisque c'est des choses qu'ils vont voir aussi la D'accord. colonisation, Très bien. le processus, etc. Alors, C'est quoi les anciens soldats vietnamiens? Alors non, les Khmers rouges, donc ceux qu'on appelle les Khmers rouges depuis 1975, à la base c'était des membres du Parti communiste cambodgien. La guerre du Cambodge en fait s'inscrit dans la guerre du Vietnam. Je ne sais pas si c'est quelque chose qu'il faut. On le fait de manière très générale, mais c'est quelque chose qu'ils vont voir en anglais, donc du coup, s'ils peuvent l'entendre un peu en français. Ah oui. Oui. Alors, essayer d'expliquer de manière simple. Il faut vraiment faut pas aller trop en profondeur, mais juste qu'ils comprennent un peu. La guerre du Vietnam, c'était pas les États-Unis qui Tout à voulaient fait. stopper l'avancée des Khmers rouges au Vietnam? Non, les Khmers rouges c'était au Cambodge. Le Cambodge, ils ont donné une laine industrielle, je crois. Alors, il y a en fait, j'ai un peu de mal à l'expliquer ça. La guerre du Vietnam, elle s'inscrit dans cette lutte qu'il va y avoir dès les années 50-60 aux États-Unis, la guerre contre le communisme, d'accord? Et qui s'inscrit dans le contexte de la guerre froide, là c'est pas avec la construction du mur de Berlin et l'opposition soviétique et américaine. Ce conflit-là, on va le retrouver dans des pays d'Afrique. Toutes les guerres de décolonisation que vous avez en Afrique et en Asie du Sud-Est, en tout cas
quand les États-Unis sont mêlés, elles sont liées directement au conflit de guerre froide. D'accord? Ce monde qui se divise entre Est et Ouest. D'accord? C'est aussi le moment des décolonisations. Des pays comme la France, le Portugal, etc. rentrent tous en conflit avec des processus d'indépendance. L'Angleterre aussi, avec plus ou moins de conflits. Là, ce qui nous intéresse, c'est le Cambodge. Et le Cambodge, ça regarde directement la France, puisque je vous rappelle qu'il y a eu une guerre de décolonisation avec une fameuse bataille qui s'appelle Dien Bien Phu, où elle pourrait être citée en exemple d'horreur de fait de guerre. Juste pour rappel, depuis la fin du 19e siècle, avec la création de la Croix-Rouge, etc., tous les États signent des conventions disant qu'on ne tire pas sur des ambulances, et à Dien Bien Phu, on va même tirer sur des ambulances. Donc des hommes non armés. D'accord? Et pour ce qui est des Khmers rouges, en fait, le Cambodge est un pays limitrophe du Vietnam. Il est vrai qu'à l'époque, la monarchie cambodgienne, donc le roi du Cambodge, avait autorisé certains Viet Cong à passer par le Cambodge. Et les Américains avaient fait pression, donc en bombardant tout simplement le Cambodge. Suite à ça, il y a eu un coup d'État. Donc le roi a été renversé. Un régime républicain soutenu par les États-Unis a été mis en place au Cambodge. De là, il y a eu vraiment une montée du mécontentement du peuple, des Cambodgiens. Et les Khmers rouges, donc le parti communiste, est monté en puissance par rapport à ce mécontentement. Donc il faut savoir, ça c'est important de le rappeler, en fait, les Khmers rouges qui vont être à l'origine du génocide khmer qui va faire 2 millions de morts, ont en fait été portés par une partie de la population elle-même. Donc ils sont arrivés au pouvoir, et au moment où ils sont arrivés au pouvoir en 1975, il y avait des mouvements de liesse dans les rues où on disait « Enfin la guerre est finie, le retour au Cambodge aux Cambodgiens ». Voilà. C'est ce qui se passe au XXe siècle. Vous avez créé les totalitarismes, etc. Vous avez tous remarqué qu'ils sont tous arrivés au pouvoir, que ce soit Hitler, que ce soit Lénine, par des élections. D'accord? Et ça va se poursuivre tout le XXe siècle. Donc voilà dans quel contexte les Khmers rouges arrivent au pouvoir. D'un point de vue très personnel, là, en fait, mon père, quand j'ai commencé à découvrir son histoire, j'étais enfant, et en France, bien sûr, je ne savais quasiment rien de l'histoire de ma famille au début, mais je me souviens quand on rendait visite à des amis de mes parents, souvent j'entendais ces adultes me dire « Ah, tu es l'enfant qui est né dans les camps de réfugiés et tu sais, ton père c'est un héros, il a sauvé beaucoup de vies. » Évidemment, moi, gamine, je disais, mon père, c'est mon père. Comment ça, c'est un héros? En fait, mon père représentait la jeunesse révolutionnaire khmer. Et de par ce fait, il a été amené à jouer un certain rôle politique qui fait que ma famille va passer par des phases et des atrocités, on peut le dire comme ça, que je vais découvrir, moi, en m'intéressant à l'histoire de ma famille. Donc, les Khmers rouges, c'est l'idéologie, vouloir créer une société égalitaire, sans classe. On passe par un totalitarisme pour ça, qui, voilà, entre autres, extermination donc, de tous les opposants au parti, de toutes les personnes qui ne correspondent pas donc, à cette idéologie, donc les personnes qui ne sont pas de race pure khmer, des religieux. On extermine toutes ces personnes-là. C'est également la destruction de la cellule familiale, de la notion de famille. Donc on embrigade les enfants dès leur plus jeune âge, quand ils ont 5 ans. Lavage de cerveau, on leur apprend à utiliser des armes, on leur demande d'exécuter leurs propres parents. C'est aussi la destruction d'un peuple en les amenant à travailler dans les champs, travaux forcés. Donc le peuple meurt petit à petit de faim, de fatigue extrême, de maladies créées par
une hygiène non existante. Et voilà, donc comme ça, 2 millions de personnes qui meurent, donc le quart de la population. Imaginez-vous une chance sur 4 de mourir à l'époque. Pour ce qui est de ma famille, malheureusement, on fait exploser les statistiques, puisqu'on était une famille de 18 membres et 7 survivants. Voilà, mes parents ont perdu 2 enfants dans tout le processus. Et en fait, bon, on va pas s'éterniser sur ça, entrer dans le mélodramatique, mais c'est pour dire qu'en fait, donc, ils ont dû traverser cette guerre-là, et par chance, on va dire ça comme ça, la famille a réussi à fuir. Donc là, on arrive en Thaïlande, à la frontière thaïlandaise, dans les camps de réfugiés. C'est là que je suis née. Donc, je suis née une semaine après l'arrivée de ma famille. Donc imaginez ma mère qui était enceinte, puis passer par à pied, forêt, montagne, chemin. Ce qui est intéressant que tu leur expliques, c'est que ta famille est arrivée 2 fois à la frontière. Ils vont pas réussir à fuir le pays dès la première fois. Voilà. Alors, en fait, il y avait des mouvements, donc les Cambodgiens essaient de fuir par groupe. La famille a tenté une première fois de fuir, en groupe cette fois-ci. Je crois qu'ils étaient à peu près 300 réfugiés, enfin 300 personnes cherchant à fuir. Et donc ils allaient à pied, à traverser forêt, montagne, champs minés. Et en fait, lors de cette première tentative, ils arrivent jusqu'à la frontière. Là, on les fait monter dans des bus, on les conduit dans un autre camp en leur disant demain matin vous prendrez l'avion pour partir. Et en fait, au petit matin, ils se rendent compte que l'armée thaï les a reconduits au Cambodge, donc en pleine forêt minée. Et là, donc, retour à la case départ et pour voilà, donc, à nouveau marcher sur ces chemins truffés de mines. Ma mère me racontait que pour survivre, ils marchaient sur les cadavres parce qu'ils étaient sûrs qu'au moins en dessous, les mines avaient déjà explosé. Et le soir, ils dormaient à côté des cadavres aussi. Et sur le chemin, des personnes mouraient toujours de faim, de maladie. Et aussi, ce qui est intéressant, elle me racontait que certains se laissaient mourir psychologiquement. Donc, ils s'asseyaient au pied d'un arbre et ils n'en pouvaient plus. Ils abandonnaient la lutte morale et se laissaient littéralement mourir psychologiquement. Donc, retour à la case départ. Là, encore, survie, se retrouve à Phnom Penh de nouveau. Et c'est en 1979, lorsque mon père apprend que l'armée vietnamienne a pénétré au Cambodge pour libérer le pays, qu'il décide d'entreprendre cette deuxième tentative de fuite, et cette fois-ci plus en groupe, puisque la plupart des Cambodgiens sont soit déjà morts, ou ont déjà trouvé refuge ailleurs, donc nous on faisait partie des derniers. En tout cas, il décide de lui-même de refaire ce parcours, d'essayer de fuir à nouveau. Et cette fois-ci, ils y arrivent. Voilà. Donc on arrive en Thaïlande, dans les camps, et moi je nais. Donc, et là, en fait, à l'époque, il y avait 4 pays d'accueil pour les réfugiés politiques cambodgiens, qui étaient les États-Unis, le Canada, l'Australie et la France. Et mon père, lui, voulait aller aux États-Unis. C'était son premier choix. Et donc j'aurais pu devenir américaine. Mais je ne serais pas là devant vous aujourd'hui en train de vous raconter cette histoire en français. Mais en fait, ce qui se passe, c'est que l'une de mes tantes, l'une des sœurs de ma mère, elle avait réussi à fuir avant avec son mari et était allée en France. Donc, chose assez incroyable, mais par le bouche à oreille, tout simplement, ma tante qui est en France apprend que nous sommes encore bloqués au Cambodge. Et grâce à ces mouvements de solidarité dans la diaspora chinoise, donc elle apprend ça, elle va à la Croix-Rouge française nous reporter en disant nous avons tel membre de la famille qui est encore bloqué là-bas, si vous entendez parler d'eux, dites-leur qu'on est en France. Et c'est ce qui se passe quand on arrive dans les camps en Thaïlande. La Croix-Rouge sur place nous dit vous avez de la famille en France, donc si vous êtes prêt à partir en France, ça peut se faire très vite. Et voilà comment ça s'est fait. On a débarqué octobre 1980 à l'aéroport Charles de Gaulle à Paris. On portait les vêtements qu'on avait sur nous et on n'avait rien d'autre. Et là, on a été pris en charge par des foyers pour les réfugiés politiques. Oui.
pris en charge dans des foyers. Donc, imaginez quand même débarquer dans un pays dont on ne connaissait rien. Bon, moi j'avais 3 mois quand on est arrivé. Évidemment, je ne me souviens pas de ça, mais pour mes parents et mon frère qui avait 6 ans, pris en charge. On dormait dans des dortoirs, ils essayaient d'apprendre des rudiments de français et ils cherchaient aussi des boulots pour les adultes. Et en fait, mon père lui a choisi de ne pas accepter les boulots qu'ils avaient trouvés pour eux, mais d'essayer de voler de ses propres ailes en comptant sur la solidarité de la diaspora chinoise, donc de la communauté chinoise. Et comme ça, en fait, en travaillant dur, hein, puisque mes parents cumulaient 2 boulots chacun au début, et bien petit à petit, ils ont réussi à reconstruire une vie et à m'offrir des chances pour réussir dans la vie, moi, à mon tour. Je me souviens avoir demandé un jour à ma mère, dis donc, ça n'a pas dû être facile de recommencer de zéro, d'arriver en France, d'avoir rien, et puis d'essayer de faire quelque chose. Alors qu'il faut savoir, au Cambodge, les familles respectives de mes parents étaient plutôt prospères hein, pour l'époque. Mes grands-parents étaient entrepreneurs, commerçants, et ils vivaient plutôt bien. Bon, c'était relatif, bien sûr, à l'époque et au pays, hein, mais voilà, ils n'avaient pas de problème matériel. Et donc là, de recommencer de zéro, et ma mère qui me répond, mais tu sais, ma fille, ça, c'était pas dur. Ce qui était dur, c'était pendant les Khmers rouges de ne pas savoir si l'heure suivante on serait encore en vie. Mais une fois qu'on était en France, eh ben, on savait qu'on était en sécurité, sous protection du gouvernement français, et ça ne tenait qu'à nous de travailler dur et de reconstruire une vie. Et je pense que c'est une phrase qui bien sûr, reste et me guide. Et, donc, vous avez des questions? Donc, de laisser 30 secondes à Christine. Et je veux qu'elle vous raconte comment elle s'appelle Christine, parce qu'elle a raconté juste avant, et je veux surtout qu'elle vous raconte l'histoire du choix de prénom de papa. Je bois un coup d'abord. Donc Christine, c'est un prénom bien français, non? Je ne me suis pas toujours appelée Christine. En fait, quand j'étais en CE2, un jour, la maîtresse me dit bon, à partir d'aujourd'hui, tu ne t'appelleras plus Idang, qui était mon prénom d'origine, mais tu t'appelleras Christine. Alors juste pour vous dire quand même, Idang, c'est intéressant, je ne l'ai pas précisé tout à l'heure, mais mes parents ont eu 4 enfants, 2 qui sont décédés, mais nos 4 prénoms, khmer, cambodgiens, retraçaient en fait l'évolution de l'histoire du Cambodge. Donc c'était très chargé historiquement et symboliquement. Mon grand frère, l'aîné, s'appelait Mansu, ce qui voulait dire la lutte. Donc il est né en 1974. C'était la lutte du Parti communiste pour arriver au pouvoir. La première fille, donc ma grande sœur, s'appelait Kosang, qui voulait dire la construction. Donc 1976, donc on reconstruit le pays. Hein. Mon autre frère s'appelait Set, qui voulait dire Set, c'était qu'est-ce que c'était? Le pouvoir. Et moi, Idang, en fait, c'est le nom du camp de réfugiés où je suis née. Donc en gros, l'histoire du Cambodge, ça fait comme ça, et bam, on se retrouve dans le camp. Et en fait, Khao Idang, c'est ce qui veut dire en thaï le camp Idang, était le plus gros camp de réfugiés en Thaïlande qui a accueilli plus de 300 000 réfugiés. Et voilà, donc en fait, si bien que c'est pour ça que je vous disais tout à l'heure, quand j'allais rendre visite aux amis de mes parents, et que je disais je suis Idang, ils voyaient tout de suite ah, tu es née dans ce camp, et voilà, et tu es la fille de, etc. Donc voilà pour les prénoms. Donc de 0 à 8 ans, je m'appelais Idang. À 8 ans, la maîtresse me dit à partir d'aujourd'hui, tu t'appelles Christine. Et là, je dis quoi? C'est une blague, j'étais pas au courant. Mais en fait, c'est juste que j'étais pas au courant, mais mon père avait demandé la naturalisation, donc avait demandé à ce qu'on devienne français, ce qui était possible à l'époque, et ce qui était facile pour les réfugiés politiques, en tout cas à cette époque-là. Et donc il avait fait les démarches pour que nous obtenions la nationalité française. Et en fait, en faisant ces démarches, il avait la possibilité de changer nos prénoms. Et c'est ce qu'il a choisi. Sauf qu'il s'était bien gardé de nous le dire.
Donc c'est lui qui a choisi nos prénoms. Pour ma mère, il a choisi Sophie, donc la sagesse. Pour mon frère, il a choisi Philippe. Pour moi, il a choisi Christine. En fait, comment il s'y est pris, il a ouvert le petit Larousse, il a regardé au nom propre, il a dit « Mes enfants porteront des prénoms de roi et de reine parce qu'ils le valent bien. » Et voilà pourquoi il a choisi Philippe et Christine. Et pour lui-même, mon père avait choisi Jacques. Et vous savez, c'était aussi possible de changer le nom de famille. Donc, on pouvait transformer le nom, on devait payer à la lettre, mais c'était possible. Surtout pour les noms qui étaient compliqués ou qui avaient une consonance un peu difficile. Et donc, mon père avait demandé à ce que de Léandre, on passe à Langue. Faites l'association des deux. Et là, les autorités lui ont dit « Monsieur, ça ne va pas être possible. Vous ne pouvez pas vous appeler Jacques Langue. » C'est véridique, hein, mon père avait demandé à s'appeler Jacques Alors, Lang. pour ceux qui ne savent pas qui est Jacques Lang, Jacques Lang est le ministre de la Culture qui encore aujourd'hui a le plus marqué son poste, on va dire, hein, en France. C'est lui qui a mis en place les journées du patrimoine. Il se promenait toujours avec une chemise rose, il était très jeune, c'était un des premiers, un des ministres les plus jeunes sous le gouvernement Mitterrand. Il a mis les journées du patrimoine, c'est lui qui a mis en place la fête de la musique. Et c'est lui qui a organisé la première Gay Pride en Paris. Voilà. Donc mon père voulait s'appeler Jacques Lang, mais il était dans la politique lui-même, donc du coup et puis il aimait bien Jacques Lang. Mais ils lui ont dit non monsieur, ça va pas être possible. Et donc du coup il s'est résigné à choisir. Il a choisi Michel, bon, très français aussi, donc mon père s'appelle Michel Léang depuis 1989, et moi Christine Léang. Et c'est rigolo aussi parce que, bon, vous voyez, quand même, j'étais petite, hein, mais la question identitaire se posait déjà. Française, chinoise, cambodgienne, très compliqué tout ça. Et alors, si en plus votre père s'amuse à changer votre prénom, ça facilite pas les choses. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que pendant des années, mon père a continué à m'appeler Idang. Je pense que pour lui, ça avait beaucoup de sens et c'était important. Et ça a été au fil des années, voilà. Ma mère s'est mise à m'appeler Christine, mes tantes aussi, et mon père était le dernier à encore m'appeler Idang jusqu'à très récemment. Et je me demande si c'est pas la sortie du livre qui a fait qu'il a basculé. Voilà, maintenant c'est Christine. Et je pense que lorsque mon livre sur l'histoire de ma famille sortira, là on pourra enfin tourner complètement la page. Voilà. Oui, Christine, c'est associé à, vous avez dit que vos prénoms étaient associés à des rois ou oui, des rois ou des reines. je pense que Christine c'est la reine de Suède. Ah, c'est écrit des noms des prénoms qui sont plutôt dans les monarchies nordiques. J'ai tenu à ce qu'elle vous parle de son parcours personnel par rapport aux migrations. Alors d'une part parce que ça s'inscrit dans le contexte historique de troisième, hein, mais également parce que on est en ce moment, vous avez un peu, des conflits malheureusement tout le temps, et que ces dernières années on a eu droit aux révolutions du jasmin avec des forces de migration, avec toute la problématique de l'anglais, tout ça, et qu'en général aujourd'hui quand on parle de migration c'est plutôt sur le côté, c'est toujours un côté très négatif avec une connotation très négative, et on oublie trop souvent que derrière ces gens-là, derrière les migrations, il y a des individus avec des parcours individuels. C'est pas forcément des gens qui viennent voler le pain des Français, des Anglais, des Chinois, des Suisses, voilà, d'accord. Il y a des réalités, des parcours individuels, et que quand on fait une migration, vous en avez fait une, vous en réalisez une. Hein. Quand vous venez ici, quand vous venez vivre en Chine, vous réalisez une forme de migration. Ok, c'est une migration un peu plus confortable. En même temps, vous mettez un impact, ça a un impact sur votre environnement, vos grands-parents qui vous voient de loin, qui vous voient grandir de loin, vos familles, vos oncles, vos tantes. Ça reste des migrations confortables, mais ça a un impact. Imaginez quand vous êtes forcé de les faire. Vous quittez votre environnement. Dans certains cas, on est aussi chassé par vos parents. C'est pas mieux comme ça. Je suis d'accord avec toi, c'est pour ça que je dis plus ou moins confortable. Ça peut être confortable sur le point de vue matériel, en même temps affectif et intellectuel, c'est compliqué. Et vous pouvez comprendre ce genre de choses. Donc imaginez quand vous avez encore des problématiques de violence dues à la violence, la faim, etc. Donc voilà. Je n'ai pas demandé à Christine de venir ici pour nous faire
verser la petite larme, ce genre de choses. Hein. C'est parce que vraiment ça s'inscrit dans le programme. Et que nous, en histoire, je vous enseigne l'histoire, je sais ce que c'est des fois de vous motiver. Parce que c'est vrai que c'est pénible. On n'a pas forcément toujours envie de se projeter dans la réalité qui est en train d'être décrite et qu'on est en train de voir. Derrière la matière histoire, géographie, vous avez des réalités humaines. Voilà, donc ça permet un peu de concrétiser ce que l'on voit, des fois de manière très immatérielle. Et puis, voilà, sur des questions de la différence, le rapport à l'autre, celui qui est d'une culture différente. Christine tout à l'heure relevait que oui, elle est française. En étant née dans un camp de réfugiés, puisque c'est un endroit neutre, hein, elle n'avait pas d'identité propre. Descendante de Chinois, oui, mais de Chinois qui sont nés au Cambodge. Identitairement, c'est compliqué. Et aujourd'hui, quand on lui demande vous venez d'où, on ne pense pas forcément à la France. Pourtant, elle est française. C'est ce qui arrive souvent. J'ai un ami qui est de Réunionnais. Et dans la rue, moi je suis blanche, je ne suis pas française. Et quand on se promène les deux et qu'il y a un contrôle d'identité, en général, lui, vu qu'il est basané, il est métissé, réunionnais, qui c'est qui se fait inspecter, à qui on demande des papiers. C'est pas moi, hein, c'est moi l'étrangère dans l'affaire, mais c'est lui qui se fait inspecter. Voilà, ça renvoie à plein de réalités concrètes. La différence de l'autre, c'est des choses sur lesquelles, c'est pas de la morale, c'est rien de tout ça, hein, c'est juste de temps en temps être confronté à ce genre de réalité et prendre un peu de recul par rapport aux autres. Même nous ici, moi la première, hein, on habite en Chine, je suis la première à m'impatienter parfois à certains comportements que moi je ne comprends pas, pourtant c'est moi l'étrangère qui suis là, à porter des fois des jugements à l'emporte-pièce sur les Chinois. Voilà. Essayez de prendre un peu de recul avec ça. Vous avez des questions par rapport au métier d'écrivain, au parcours, par rapport au personnage? Vous n'avez pas eu envie de signer Yiding Liang de Christine? C'est pour embarquement pour la Chine, non, parce que je ne parle pas du tout du Cambodge, de l'histoire de ma famille. C'est une bonne suggestion. Je n'y avais pas pensé. Non, aujourd'hui, je pense que même pour moi-même, je suis Christine, en fait. Et c'est le premier livre que vous sortez qui sera publié? Donc celui-ci, c'est le premier livre, mon premier livre publié. Et là, j'en prépare 2 autres, dont un sur le Cambodge et un autre sur la philosophie des arts martiaux. Ce sera un roman, donc une histoire romanesque, mais qui décrira comment la pratique et la philosophie des arts martiaux peut changer quelqu'un pour le meilleur.